Donc j'appelle à me rejoindre Madame Sandra Décimo de l'École du Louvre, Camille de Foresta, commissaire-priseur, spécialiste en art d'Asie de chez Christie's, Julien Pichelin, commissaire-priseur enseignant pour Drouot Formation, Jean Rivola, commissaire-priseur, camp en chair et formateur intervenant dans le cadre de la formation transitoire à la profession de commissaire de justice. Jean, bienvenue. Et Mathilde Vaupré, commissaire-priseur chez Roy en chair. Bienvenue. Alors, donc, je vous propose de commencer cette table ronde par l'intervention de Jean Rivola, qui va vous faire un résumé des formations, des modifications de la formation future des commissaires-priseurs volontaires et des commissaires de justice qui pourront aussi devenir commissaires-priseurs habilités. Jean, je te laisse la parole. Prends le micro. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, un décret paru très récemment, le 15 novembre, c'est vraiment tout récent, a éclairci et mis sur le papier les nouvelles dispositions qui permettront aux jeunes et futurs diplômés d'entrer dans la profession de commissaire de justice et éventuellement de devenir commissaire-priseur de vente volontaire ou commissaire de justice de vente volontaire. Je vais essayer de vous exposer clairement, si c'est possible, les principales dispositions de ce décret. Donc les dispositions d'abord sont définitives, c'est celles qui vont s'appliquer très prochainement. Elles vont être complétées par une douzaine d'arrêtés qui vont détailler les dispositions du décret. Je ne parlerai pas des arrêtés parce qu'ils sont encore à l'état de projet aujourd'hui. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien écoutez, tout étudiant qui arrive en études universitaires et qui à un moment se dit « j'ai plutôt la vocation d'être commissaire de justice », c'est-à-dire, je le rappelle, le regroupement du métier traditionnel des huissiers de justice et du métier de commissaire-priseur judiciaire. Et à partir du moment où il a un Master 2, c'est la grande innovation, donc 5 années d'études universitaires au-delà du bac, Master 2 en droit, bien évidemment, pourra présenter l'examen de commissaire de justice. En quoi va-t-il consister cet examen ? Il va consister, c'est un examen d'accès, qui va consister en des épreuves de droit, 90% des épreuves de droit. Et une fois qu'il aura réussi cet examen d'accès, il va rentrer pour 2 ans de stage, ça rappellera quelque chose aux jeunes diplômés qui sont passés par là, 2 ans de stage au sein d'une nouvelle école qui va s'appeler l'Institut national des commissaires de justice. Pendant ces 2 ans, il recevra un enseignement théorique en droit et un enseignement pratique à travers un stage. Pas d'examen intermédiaire à l'issue de la première année. En fin de ces 2 années, il va passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, qui sera composé de 7 modules, 6 modules de droit pur, donc qui bien évidemment sont le regroupement des matières de droit d'huissier de justice plus de commissaire-priseur judiciaire, et il y aura un module d'histoire de l'art, plus, et je vous le demande de le retenir, si c'est important, on va en reparler tout à l'heure, un module de perfectionnement en histoire de l'art, qui ne sera pas obligatoire. Donc notre étudiant passe l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, il le réussit. Il est donc commissaire de justice. Celui-ci pourra avoir dans les années qui viennent l'appétence ou la vocation de faire des ventes aux enchères volontaires. Donc dans ce cas, comment pourra-t-il le faire ? Il devra aller avec ses diplômes devant le Conseil des ventes volontaires, ou Conseil des maisons de vente, très probablement, avec le module de perfectionnement en art qu'il aura au préalable passé quand il était dans ses années de stage de commissaire de justice. Ce qui veut donc dire quelque part que quand il sera en train d'être formé à commissaire de justice, il devra déjà imaginer qu'un jour peut-être, il pourra exercer des ventes volontaires, ou qu'il aura le souhait d'exercer des ventes volontaires.
Parce que s'il n'a pas ce module de perfectionnement en art, il ne pourra pas aller devant le Conseil des ventes, Conseil des maisons de vente, pour présenter l'examen de vente volontaire. Alors cette passerelle entre commissaire de justice et Conseil des maisons de vente, ça permettra, avec 1 an de stage auprès du Conseil des ventes, le Conseil des maisons de vente, on n'a pas encore l'habitude, plus donc cette année de formation, ce sera une année de formation théorique, avec des enseignements sur l'histoire de l'art, bien évidemment, parce que c'est tout le bagage qu'il n'aura pas eu en amont, plus un stage dans une SVV, il pourra alors passer l'examen de vente volontaire. Donc, je rappelle, commissaire de justice, diplôme, vers le Conseil des maisons de vente, 1 an de formation, diplôme. Et là, il pourra exercer à la fois le métier de commissaire de justice et réaliser des ventes volontaires. Je prends l'option inverse. Notre étudiant, je reviens, il est toujours à la faculté et il fait des études d'histoire de l'art parce qu'il se dit moi j'ai plutôt envie de faire les ventes volontaires, autrefois le métier de commissaire-priseur volontaire, donc je veux obtenir le diplôme des ventes volontaires. C'est le régime actuel qui continue à s'appliquer. Il va devant le Conseil des ventes, Conseil des maisons de vente, pardon, avec sa licence en droit et sa licence en histoire de l'art. Il présente l'examen d'accès. C'est le déroulé actuel de la formation. Examen d'accès, il l'obtient, examen intermédiaire, examen de sortie. Cet examen de sortie, il l'obtient très bien, il peut faire des ventes volontaires. Et puis peut-être qu'un jour, il se dit, je m'installerai bien dans une province ou en région, mais quelque part en région, on le sait tous, on peut pas faire si on veut faire du volontaire, il faut aussi faire des ventes judiciaires, pour pouvoir assurer la pérennité économique de notre étude. Donc il se dit, je voudrais faire des ventes judiciaires, dans ce cas-là, il faut que j'obtienne le diplôme de commissaire de justice. Donc dans ce cas-là, formation croisée, on part dans l'autre sens, on vient du Conseil des ventes volontaires, Conseil des maisons de vente avec notre diplôme volontaire, on va devant la chambre des commissaires de justice, et on leur dit, donnez-moi la formation pour que je sois diplômé commissaire de justice. Il arrive avec ses diplômes, 1 an de formation, donc parallélisme, c'est fort, vous l'aurez compris, 1 an de formation, enseignement théorique, enseignement pratique, examen à la sortie. Et dans ce cas-là, avec cet examen, il peut également procéder à des ventes judiciaires. Voilà. Donc, quelque part, pour résumer ces deux schémas, on me posait la question tout à l'heure en me disant « Mais comment les étudiants et les futurs diplômés vont-ils réagir à travers cette réforme ?» On peut penser que ce sera la vocation qu'ils auront, la vocation pendant leurs études universitaires, qu'elles soient de droit ou qu'elles soient d'histoire de l'art, comment je vois le déroulé de ma carrière professionnelle. Donc je précise une dernière chose, parce que c'est important, c'est une innovation du législateur, je pense qu'elle est excellente. Il a prévu dans le décret des certificats de spécialisation. Alors, un peu comme tout le monde, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce donc ces spécialisations ? Et finalement, c'est la reproduction du modèle qui existe chez les avocats. Vous avez tous vu des papiers en tête d'avocats, Maître Dupont, spécialiste en droit de la famille, dans le cabinet, Maître Michel, spécialiste en droit patrimonial, etc., etc. Ces spécialisations, elles ne sont pas choisies comme ça, ex nihilo, parce que ça m'est passé par la tête. Non. Le législateur, dans le décret du 15 novembre, il a prévu qu'à partir du moment où un commissaire de justice, attention, commissaire de justice titulaire du diplôme, exerce pendant 4 ans une activité de manière continue et pertinente dans une spécialité, il pourra, devant le jury des commissaires de justice, demander cette spécialisation, moyennant un grand oral et un exposé sur sa spécialité. Et à partir du moment où le jury lui aura validé son expérience par ce diplôme, il pourra porter dans l'entête de son étude, de son nom, la spécialité dans laquelle il entre et qui sera le reflet d'une vraie expertise dans son métier. Voilà. Donc, quelle formation, je dirais, demain ? Écoutez, d'une part, un relèvement du diplôme, c'est bien évident, Master 2, 5 ans, je le rappelle. Deuxièmement, création d'une école qui n'existait pas au moins chez nous, mais qui existait déjà chez les huissiers, l'École nationale de la procédure. Voilà, c'est cela.
Voilà, pardon, voilà. Et puis, qui va s'appeler Institut National, qui va donc assurer la formation. Et c'est, je dirais, ce relèvement de diplôme, plus cette école, qui va délivrer un véritable enseignement, qui va former nos commissaires de justice. Et d'autre part, j'ajouterais que le stage sera extrêmement important, parce que c'est aussi la pratique, bien évidemment. Il n'y a pas de bonne assimilation de la théorie sans la pratique, qui les conférera une vraie expérience et une vraie pertinence à la pratique. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai essayé d'être assez clair, et puis maintenant je vous livre les éléments du débat. Alors, petite précision, pardon, pour vous donner quelques repères dans le calendrier. Première génération entrante de commissaires de justice, novembre-décembre de l'année prochaine, 2020. C'est-à-dire que la première génération de diplômés Master 2 qui voudra se présenter à l'examen de commissaire de justice, fin de l'année prochaine. Donc sortante, novembre 2022. Pour vous donner une idée du nombre, parce que c'est toujours ce qui inquiète souvent les jeunes notamment, on estime aujourd'hui, mais ça n'engage que moi, puisque la sélection se fera quand même à l'entrée, bien évidemment, avec l'examen d'accès, on estime à 180 personnes le nombre d'étudiants qui présenteront l'examen, enfin, qui au moins valideront l'examen d'accès et qui bien évidemment sortiront 2 ans plus tard. Voilà. Merci Jean, c'est très clair. Y a-t-il cependant des questions pendant que c'est frais dans... Parce que c'est quand même un peu... Oui. J'arrive. Bonjour. Moi j'avais une petite question pour les personnes qui sont actuellement opérateurs de vente volontaire. Est-ce que l'année prochaine, en décembre, est-ce qu'il y aura encore un examen comme celui de cette année pour être commissaire judiciaire? Alors c'est plutôt le Conseil des ventes volontaires qui pourrait vous répondre. Si je ne me trompe pas, la dernière génération vient de rentrer au mois de septembre de cette année. Donc ils vont se chevaucher, ils vont sortir dans 2 ans. Et évidemment, ils vont se chevaucher d'1 an avec la première génération de commissaires de justice. Donc la dernière vient de rentrer et sortira diplômée volontaire et judiciaire s'il le souhaite dans 2 ans. Mais il y aura toujours la voie, si on ne veut être que commissaire-priseur volontaire, il y aura toujours la voie actuelle. Absolument. C'est vraiment le grand changement, parce que nous, on a été habitués, on commence par le volontaire et puis après on passe l'examen judiciaire. Là, on commence par ou l'un ou l'autre, qui va dépendre des vocations finalement. On est dans l'ordre de la psychologie, qui va dépendre de la vocation de l'étudiant. Et après, il aura une passerelle pour acquérir l'autre diplôme, s'il le souhaite. Y a-t-il d'autres questions sur la formation? C'est bon. Alors, je vais passer la parole à Madame Sandra Dessimo de l'École du Louvre, qui va bien sûr nous présenter cette fameuse école, si elle doit encore être présentée. Je vais attendre. Bonjour. Donc je vous confirme effectivement la première promotion a passé ses examens en septembre et le premier séminaire qu'ils vont suivre, chez nous, aura lieu en janvier, comme d'habitude. Donc j'imagine que la jeune fille qui vient de poser la question peut-être fait partie de cette promotion. Voilà, bonjour. Donc je ne pense pas que je vais présenter l'école du Louvre, à moins que vous ayez vraiment envie que je repasse un peu l'historique. Mais par contre, j'avais plutôt prévu de vous parler de cette formation spécifique et de l'ancienneté en fait des relations que l'école entretient avec la CVV, puisqu'en regardant un petit peu dans les archives, je me suis rendu compte que ça fait 40 ans. En fait, en 2019, nous avons fêté les 40 ans de cette formation. Que nous assurons un peu en sous-traitance, j'allais dire, pour la CVV. La première promotion datait donc de 1979. Dans l'historique, on a eu 20 ans pendant lesquels on assurait en fait 2 séminaires, qui étaient des séminaires de formation extrêmement théoriques, avec vraiment des cours qui balayaient tous les champs de l'histoire de l'art et des spécialistes, beaucoup de spécialistes de musées, mais c'était vraiment des cours très théoriques. Et à partir de 2000, on a commencé à faire des TP, et c'est ce qui a assuré effectivement vraiment la spécificité de la formation, qui aujourd'hui se compose donc de 3 semaines de séminaire, plus une semaine de voyage, d'application. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être suivi, pourront partager peut-être leur expérience à ce sujet.
Je crois que pour nous, l'essentiel, c'est vraiment de respecter nos engagements d'excellence, puisque vous savez que c'est vraiment, en tout cas, l'affichage de l'école du Louvre. Et dans la relation que nous avons avec la CVV, cette notion d'excellence est absolument essentielle. J'ai essayé de réfléchir un petit peu aussi à ce que nous apportions et un peu, reprendre un peu les fondamentaux. Je crois que donc confronter les futurs stagiaires, en tout cas les étudiants que nous accueillons avec le monde des musées est absolument essentiel pour leur formation future, à la fois pour que nous partagions ce qui fait l'essence de l'école du Louvre, à savoir l'idée de former un œil. Je crois que l'école du Louvre, c'est vraiment l'école de l'objet. Vous le savez, tout l'enseignement de l'école lui-même est orienté autour de cette fréquentation très régulière, voire quotidienne, des collections de musées et des objets. Et c'est ce que nous appliquons dans l'organisation des TP, puisque les étudiants ont la chance d'être encadrés par les plus grands spécialistes de leur domaine, les conservateurs qui viennent leur ouvrir les réserves ou leur ouvrir les vitrines de musées en leur faisant manipuler ces objets et en leur faisant partager à travers cette manipulation un peu de ce qui va faire, enfin j'espère, leurs compétences de demain, à savoir leur capacité à évaluer l'état d'un objet, par exemple, à savoir si cet objet a subi des restaurations ou pas, à savoir identifier cet objet dans sa place dans une série, à savoir poser les bonnes questions en termes d'authentification. Alors bien entendu, on ne prétend pas tout voir, mais en tout cas éveiller l'attention de ces stagiaires sur ces questions-là. Je sais que les conservateurs avec lesquels j'ai récemment discuté sont très attentifs à l'emploi précis des notions de école, entourage, atelier 2, qui sont des éléments quand même essentiels, sachant que le commissaire-priseur est vraiment le premier interlocuteur de l'acheteur et du vendeur, et qu'il est quand même essentiel qu'il ait lui-même vraiment en tête ces questions-là. Donc les conservateurs sont souvent très très sensibles aux questions d'attribution, sachant qu'avec les questions d'attribution vient aussi les questions de l'historique des œuvres, par quelle collection est-elle passée. Il y a toute cette vie de l'œuvre qui est celle qui accompagne la création de l'œuvre elle-même, et puis après il y a la vie de l'œuvre à travers les différents propriétaires qu'elle a pu effectivement connaître. Les conservateurs s'emploient souvent aussi à donner des éléments de datation à travers des éléments d'analyse stylistique ou d'analyse formelle qui participent là aussi de la formation de l'œil et de la culture de ces jeunes gens, en les sensibilisant tout particulièrement à des questions techniques. Vous qui connaissez l'école du Louvre, vous savez qu'une des spécificités de l'école du Louvre, c'est vraiment ces cours de technique qu'on ne trouve nulle part ailleurs et pour lesquels on a là aussi de grands professionnels. Le tout avec cette idée qu'on doit placer ces jeunes gens en capacité de donner des arguments à la fois scientifiques et formels aux personnes avec lesquelles ils sont en contact. Et je sais que dans le rapport qu'ils ont avec les conservateurs, ce qui se passe aussi, c'est des petits trucs, des petites techniques, des petits savoir-faire comme ça que les conservateurs sont capables de leur donner, en plus bien entendu d'outils véritables d'historiens de l'art. Et c'est vrai que c'est précieux, par exemple, dans cette formation, d'avoir des jeunes gens qui ont une formation d'histoire de l'art par ailleurs, parce qu'ils ont le niveau pour suivre cette formation. Je ne vais pas m'étendre, je vais prendre le temps de parler de tout le monde, mais je crois qu'il y a encore un élément qui est essentiel dans le lien avec les conservateurs, c'est aussi de se poser la question de l'exposition des objets. Les conservateurs ont une vraie expertise en matière de monstration et d'exposition, et vous savez aussi que pour vous, présenter les objets est un enjeu pour les rendre attrayants et pour respecter aussi parfois les conditions dans lesquelles eux-mêmes étaient montrés ou regardés à l'époque où ils ont été créés. Je crois aussi que c'est essentiel pour les futurs, comme vous les appelez, commissaires-priseurs, très bien, de connaître les réalités du métier des conservateurs. De savoir quels sont les enjeux des métiers de la conservation, parce que les conservateurs sont, pour beaucoup, vos deux futurs interlocuteurs. Et donc il faut être un peu sensible aux problématiques qui sont les leurs, à la fois des problématiques, bien entendu, de conservation, mais aussi des problématiques de transmission,
de médiation de ces œuvres, et c'est bien d'avoir des interlocuteurs qui sont formés à ça. Pour conclure, j'aimerais dire que cette formation aussi, elle permet vraiment de développer une sensibilité à la matérialité des œuvres, qui est là aussi un enjeu très très important pour qui s'intéressent comme vous aux objets. Merci Je beaucoup. vous en prie. Merci. On se rend compte, en vous entendant, que nous avons de la chance d'être formés par cette école qui est unique au monde. Et c'est là où on se rend compte que les commissaires-priseurs français, les commissaires-priseurs sont les mieux formés du monde grâce à cette spécificité de formation sur l'objet. Et on espère que notre collaboration durera encore plus de 40 ans. Oui, alors je vous rajoute quand même à titre d'information, parce que vous n'avez peut-être pas d'idée du tout du nombre d'étudiants qui passent par chez nous. En 2018, nous avons reçu 70 stagiaires, en 2017, 50, en 2007, 39. Donc on est sur une phase ascendante. Voilà, donc ça fait quand même un nombre assez conséquent de personnes qui, chaque année... Voilà, nous sommes une profession qui accueille, qui recherche l'excellence. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Julien Pichelin de Drouot Formation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de m'avoir invité. Aujourd'hui, j'ai la chance de porter la parole donc, de Frédéric Ballon, notre directeur à Drouot Formation. Alors, je vais peut-être rappeler en quelques mots, puisque nous n'avons pas l'antériorité ni l'aura de l'école du Louvre, mais ce qu'est Drouot Formation. Drouot Formation, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui est privé. Il comporte plusieurs formations et la plus connue est celle qui est à destination de tout amateur d'objets d'art souhaitant obtenir un diplôme. Nous avons deux formations principales en deux branches, notamment une diplômante. Et les étudiants que nous recevons donc, dans cette formation diplômante viennent de tous horizons. Nous avons une grande majeure partie d'étudiants français, mais cette année, par exemple, nous avons une personne du Brésil, une personne d'Australie, une personne de Suisse, Espagne et Suède. La formation pour les étudiants de Drouot Formation se déroule en une année. Une année qui se déroule en 3 volets complémentaires de formation. L'histoire de l'art, bien sûr, l'initiation à l'expertise, qui est un peu le cœur de métier, que l'on pratique directement à l'hôtel Drouot sous forme de tour de salle, et puis le fonctionnement et l'organisation du marché de l'art. Alors je tiens à préciser les choses. Ce que propose Drouot Formation n'est en aucun cas une préparation, une sorte de programme de préparation à l'examen d'accès au stage. C'est pas du tout ça, et en même temps, on ne se place pas en ligne de concurrence avec ce que propose par exemple Paris Assas via Art et Droit. Drouot Formation a changé de slogan pour la rentrée. Le nouveau slogan, c'est le marché de l'art en direct. Et ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Le marché de l'art en direct, cela signifie que le cœur de métier, c'est l'expertise. Le programme est centré sur la pratique directe de l'expertise des objets. Et cela est possible pour nous du fait d'une proximité immédiate avec un outil pédagogique, pas comme l'école du Louvre, bien entendu, mais unique au monde, c'est l'hôtel Drouot. En effet, chaque semaine, les étudiants sont invités en tour de salle pendant les horaires de fermeture de l'hôtel Drouot, un tour de salle très pratique, et ils mettent leurs connaissances en pratique et ils s'exercent donc à la réalisation de notices de catalogue de vente et d'expertise. Alors, ceci étant dit, Drouot Formation va chercher à se développer l'année prochaine, peut-être pour l'année 2020-2021, en créant un nouveau programme, et là on pourrait éventuellement trouver des points communs. Ce nouveau programme pourrait être destiné à des commissaires-priseurs, par exemple, déjà diplômés, ou pour des commissaires-priseurs qui souhaiteraient avoir un perfectionnement en matière d'histoire de l'art ou de pratique de l'objet d'art, ou alors tout simplement pour des étudiants souhaitant être commissaires-priseurs. Notre idée n'est pas de travailler isolément en tant qu'établissement d'enseignement supérieur privé, mais en collaboration avec toutes les instances qui se présentent
concernant la profession de commissaire-priseur. Le fil conducteur de notre démarche, c'est l'intérêt supérieur des étudiants. Je pense que c'est très important. On n'est pas là pour tirer une couverture, puisque Drouot Formation a déjà préparé à l'examen d'accès au stage il y a quelques années. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais ça pourrait être une formation complémentaire, ou en tout cas parallèle pour ceux qui le souhaitent. En cela, je pense que la démarche de Drouot Formation, enfin la réflexion que l'on mène en ce moment avec Frédéric Ballon, pourrait enrichir un petit peu peut-être une formation pour des futurs commissaires-priseurs de vente volontaire. Nous sommes partis d'un constat pour créer ce nouveau programme dont les contours ne sont pas encore définis. C'est que le savoir-faire français, c'est pour rejoindre ce qui vient d'être dit, le savoir-faire français est reconnu mondialement pour son excellence. Et de nombreux étrangers français, enfin de nombreux étrangers et des Français, se rendent régulièrement en délégation, on appelle ça comme ça, Drouot Formation, pour avoir connaissance des bonnes pratiques qui sont réalisées en France pour les ventes volontaires. Et donc Frédéric Ballon a reçu dernièrement une délégation coréenne qui était curieuse de voir comment le marché de l'art était pratiqué dans le quartier de Drouot, à l'hôtel Drouot, et ce que Drouot Formation pouvait proposer en ce sens. Mais pour se démarquer et se développer, nous pensons qu'une maison de vente, un opérateur de vente volontaire, doit dépasser son cœur de métier en adjoignant des activités connexes à son activité principale. Le but est d'enrichir la technicité en droit et en histoire de l'art en adoptant une vision entrepreneuriale de la maison de vente. Puisque le marché est très concurrentiel et évolutif, comme tout le monde le sait. Donc un opérateur de vente volontaire, pour nous, on le conçoit comme un peu un acteur culturel local. Il pourrait aussi réaliser du conseil en gestion de patrimoine ou du conseil en décoration intérieure, participer à la promotion de la création contemporaine, par exemple. Enfin, ce sont des pistes qui sont lancées. Pour cela, la future formation de commissaire-priseur de vente volontaire pourrait être orientée sur des axes, on va dire, peut-être encore plus pratiques, parce que je sais que sur les retours d'expérience, c'est ce qui revient. En plus des fondamentaux et de tours de salle qui seraient renforcés, parce que je pense que pour certains, les tours de salle dans la formation ne sont pas assez nombreux. On peut se poser des questions de manière candide. Une fois le diplôme obtenu, par exemple, pour devenir commissaire-priseur de vente volontaire, comment créer sa maison de vente? Quelles sont les aides au financement pour un tel projet? Comment être performant en comptabilité et en gestion d'entreprise et en gestion de collaborateurs? Comment créer, comment développer et articuler un réseau professionnel entre acheteurs, vendeurs particuliers, apporteurs d'affaires, experts, galeries, acteurs de la vie locale, correspondants? Dans une formation, on pourrait aussi éventuellement répondre à comment appliquer des techniques commerciales afin de prospecter et fidéliser un client. Comment créer un bureau de représentation ou bien une antenne de sa maison de vente dans une autre région ou à l'étranger? Nous en avons parlé tout à l'heure et Jean-Pierre Rosnal l'a évoqué. Comment faire bon usage du web marketing pour créer un site internet? Un site internet vitrine, mais aussi un bon référencement. Comment être présent sur les réseaux sociaux? Comment gérer efficacement un fichier client? Comment développer les ventes de gré à gré? L'envergure d'une maison de vente est-elle nécessairement liée à la délégation d'une stratégie à un directeur commercial? Quelles méthodes de confrères étrangers peuvent nourrir une expérience professionnelle pour les Français? Puisque c'est à vase communicant. Je sais que par exemple dans la formation, certains demandent à participer à un stage qui pourrait se dérouler à l'étranger pour avoir une ouverture sur le monde. Quelles sont plus prosaïquement les bonnes pratiques dans différents types d'inventaires? Je ne sais pas, mais en tout cas pendant la formation, c'est évoqué avec le maître de stage, mais pas nécessairement dans la formation. Et enfin, une dernière question avant de laisser la parole. Comment développer une spécialisation? Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a plein de projets et de... Alors, je précise juste qu'effectivement, il est prévu dans le décret qu'on puisse effectuer sur ces 2 ans de stage, 6 mois de stage à l'étranger. Voilà, c'est prévu. Et c'est reconnu et c'est validé. Alors, merci beaucoup pour ces très bonnes idées de formation continue pour les commissaires-priseurs, pour les jeunes, très complémentaires avec notre formation actuelle
avec l'école du Louvre, qui ne dispense pas, bien sûr, des formations de gestion, de marketing. On voit qu'il y a plein de choses à faire, et effectivement, Euroformation peut y participer, ce serait très bien. Je passe maintenant la parole à Camille de Foresta. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir permis d'être là. Écoutez, on m'a demandé de faire un retour d'expérience. J'espère être la voix de nombreux d'entre nous ce soir. Bon, alors il y a beaucoup de sujets là autour de la table, un peu différents, mais nous aussi même, vous savez, on travaille beaucoup sur la future formation des commissaires-priseurs, en tout cas des commissaires-priseurs volontaires. Donc Julien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que là, ce que tu as dit à la fin, c'est tout à fait vrai. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mes chers amis, jeunes, avec qui j'étais à l'école, mais c'est vrai qu'il m'a semblé, moi, qu'il nous avait beaucoup manqué, enfin, qu'il nous avait assez manqué, effectivement, peut-être de formation un peu plus sur la négociation, sur les aspects commerciaux, sur le marketing, qui sont aujourd'hui tellement cruciaux. Alors bien sûr, je sais que je travaille pour une maison qui n'est pas la majorité, mais je sais que certains d'entre vous y sont passés, y passeront, ont le désir d'y passer. Et oui, je pense que c'est très important dans le futur de notre formation qu'on puisse plus parler de choses un peu plus concrètes, voilà, ce qui m'a manqué. Mais j'ai beaucoup aimé les cours à l'école du Louvre aussi, et je me demande si on ne pourrait pas en faire plus que 5 semaines par an. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non. Les employeurs, je pense qu'ils en font pas 4, que du bien. 5, et le voyage. Mais le voyage, vous savez, on travaille énormément. Vous le savez, hein, même. Mais je crois qu'il y a 2 semaines à suite de cours, ou 1 semaine à suite de cours. Ouais. Mais il y a aussi des professeurs disons, plus d'histoire de l'art qui viennent à suite de cours. Mais Sup de Co, ce qu'on avait était bien, hein, mais peut-être qu'on aurait aussi plus besoin de gens qui viennent nous parler de la façon dont on peut ensuite s'installer. Ça, c'est vrai que ça nous a resté manqué. Et la négo, voilà, pour moi, la négo, c'est le nerf de la guerre. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend évidemment sur le tas, mais on aurait peut-être besoin d'un peu plus de formation. Donc tu souhaiterais qu'on intègre des formations à la négociation aux élèves commissaires Je pense que priseurs. ce serait bien. Je ne sais pas ce que... Quoi d'autre? Je veux juste quand même préciser que ça n'est pas une formation École du Louvre, hein, c'est une formation CBV, voilà, et nous, École du Louvre, nous participons à cette formation, mais nous ne sommes pas les organisateurs de la formation. Non, bien sûr, mais Oui, ah ben oui, nous avons des tas d'intervenants communs. Mais je veux dire, le donneur d'ordre, en quelque sorte, Bien sûr. est la CBV, et nous proposons un programme, nous proposons le voyage d'études est organisé en collaboration avec la CBV. On participe, on apporte nos idées, les personnes de la CBV apportent leurs idées également, et nous organisons tous les séminaires théoriques en nous appuyant, bien entendu, sur notre réseau de conservateurs et d'enseignants. est-ce que vous savez le nombre d'étudiants Prends un micro, Camille, prends un micro, personne n'entend. Est-ce que vous connaissez le nombre d'étudiants commissaires-priseurs que vous recevez qui sont en fait des étudiants du Louvre au début du premier cycle? Alors, figurez-vous que c'est la question que j'ai posée, effectivement. On ne le sait pas, on sait que les parcours sont extrêmement variés, que l'âge aussi, des participants à ces séminaires est très très varié. On a vraiment des jeunes gens qui ont 23-24 ans, et puis on a des personnes qui ont 40 ans, donc qui reviennent après un autre parcours. On suppose effectivement qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui ont parfois suivi l'école du Louvre, sachant que puisqu'il faut à la fois un diplôme d'histoire de l'art et un diplôme de droit, il est quand même assez compliqué du point de vue de l'emploi du temps, du point de vue de l'association entre les deux programmes universitaires plus école du Louvre, de faire vraiment les deux en même temps. Donc on peut avoir des personnes un peu plus âgées qui ont commencé par l'école puis qui après ont fait effectivement une formation de droit, ou vice versa. On a aussi des personnes qui ont fait une formation à Paris 1, qui est une formation de double diplôme droit histoire de l'art. Voilà, donc il y a quand même une assez forte hétérogénéité des parcours, et on n'a jamais eu vraiment l'idée, enfin c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, parce que je ne suis pas là depuis très très longtemps à l'école, mais c'est retracer leur parcours pour mieux comprendre quelle est leur formation initiale. En tous les cas, ils ont une formation initiale, donc ça c'est sûr. Donc, voilà, ouf. Ce ne sont pas des personnes qui arrivent et qu'on va former sur le tas complètement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la formation, en tout cas, je pense, marche bien, hein, c'est qu'il y a ces prérequis-là au moment où nous les recevons nous-mêmes. En fait, on parle d'une formation très professionnalisante, mais moi, j'ai pas eu le sentiment qu'elle était si professionnalisante que ça, en tout cas dans ces 4 semaines. Parce qu'en fait, il y a beaucoup qui reposent sur votre stage, et donc là, c'est un peu au petit bonheur la chance. Parfois, on a beaucoup de chance avec notre maître de stage, avec notre étude. Parfois, on en a un peu moins. Parfois, on est dans une ville très
dynamique, parfois elle est un peu moins, parfois il y a 15 ventes par jour, enfin par semaine, et parfois il y en a une par mois, donc c'est un peu inégal. Et tu as parlé d'excellence, tu as parlé de formation d'excellence, donc je pense qu'on a beaucoup à faire pour améliorer ces 4-5 semaines ensemble. Et d'un point de vue professionnalisant, me paraît vraiment très important de plus parler de négo, de commerce, de psychologie aussi, de tenue de marteau, pourquoi pas, je crois que vous en faites un peu maintenant, mais moi à mon époque, c'était il n'y a pas longtemps, on n'en faisait pas du tout. Enfin, de ce qui fait le symbole de notre profession et aussi, voilà, ça a très grande spécificité. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes, normalement vous êtes lâché après l'examen de sortie, quand vos pairs et vos professeurs ont décidé que vous étiez apte, vous pouvez être lâché pour faire un inventaire 2 jours après et vous n'êtes pas forcément prêt. Depuis, de plus, 3 ans finalement minimum dans les deux, c'est très peu, bien que moi dans ma profession, dans ma promo, tout le monde avait fait beaucoup plus. En fait, 3 ans, vous pouvez avoir 20 ans, au fond, enfin, presque. Et non mais c'est vrai. Et là, vous vous retrouvez dans une situation familiale parfois très tendue, et je crois qu'il faut être un peu armé pour pouvoir faire face. Et quand vous n'avez pas été armé, vous avez de la chance par la vie, c'est bien que la formation prenne le relais pour nous donner les réalités effectives de notre quotidien ensuite. Voilà, je pense que c'est clair. Merci Camille. Bah, tu rejoins ce que disait Julien. Donc, tu manifestes un souhait, ce souhait que la profession soit plus technique, et plus de technique professionnelle. Oui, Donc, quand toi tu y vois beaucoup de stagiaires, une grande maison de stagiaires, élèves, commissaires, priseurs, qu'est-ce qui leur manque? Déjà, vous êtes toujours les bienvenus comme stagiaire chez Christie, je le redis avant de commencer, bien sûr. Nous sommes ravis d'avoir des stagiaires, nous avons besoin de vous. Non, justement, en fait, il leur manque. Ils sont très jeunes, on est très jeunes, en fait. Aujourd'hui, tel que l'examen d'accès est fait, 3 ans minimum, et il y a certaines personnes qui ont le concours d'entrée au bout de 3 ans, c'est très jeune. Et très jeune, vous n'avez pas forcément... oui, je trouve que vous n'avez pas forcément les codes pour vous bien comporter, de façon effective, on va dire, et avec vos collègues, et avec vos éventuels clients. Mais en tout cas, les stagiaires sont tous très énergiques, très dynamiques, ils ont tous très envie, ils sont souvent très passionnés, et je pense qu'ils se leurrent aussi un petit peu sur la profession, parce qu'ils sont là, mais tu tapes pas tous les jours. Maintenant, je tape pas tous les jours, on n'est pas très nombreux à taper tous les jours, et finalement, cette partie émergée de l'iceberg qui fait rêver tout le monde n'est pas vraiment notre réalité. En revanche, les coups de fil à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, avec des clients qui durent des heures, qui vous emmènent dans des extrémités où vous êtes là à tout donner pour votre client, etc. Ça, je crois qu'ils le découvrent à notre contact, et en fait, il faut être assez armé pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est à l'école qu'on l'apprend, mais il faut le redire aux jeunes gens, et il faut que l'école nous le redise aussi, avant qu'on se décide finalement. Alors, c'est avant tout pour ça qu'il y a un stage, pour qu'on l'apprenne sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on peut trouver... Non, mais la négo, c'est un vrai job. Enfin, la négo, c'est une vraie formation. Il y a plein de petits trucs qu'on apprend sur le tas si on est un peu intuitif, qu'on peut malheureusement à ses dépens mal apprendre, ne pas apprendre du tout, et qui en fait est assez technique. Et quand vous parlez avec des professeurs qui vous apprennent à parler, à l'éloquence, etc., ça s'apprend, ça s'acquiert, et je crois qu'on est des métiers très visibles, où on prend beaucoup la parole en public, où on doit emmener les gens, faire adhérer les gens, et ça peut s'apprendre un peu à l'école. Alors, il y a, depuis quelques années, au Conseil des ventes, des formations de tenue de marteau, je crois que ça s'appelle comme ça, à communication efficace. Il faudra faire aussi donc des formations à la négociation. Merci beaucoup Camille. Y a-t-il d'autres choses que J'ai plein de tu questions, transmettre? mais je ferai ça là. Alors, je passe la parole à la jeunesse. Je passe la parole à Mathilde Vaupré, commissaire-priseur chez Roy en Cher. C'est à Granville. Tout à fait. Alors, qui va, elle aussi, nous parler de son retour d'expérience de jeune commissaire-priseur. Bonjour à tous. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui puisque j'ai été diplômée il y a 2 ans déjà. Et oui, ça passe vite. Donc, pour débattre effectivement de la formation actuelle, quels sont les points positifs à mon sens et les points négatifs. Donc, je suis vraiment d'accord avec vous deux concernant le fait que cette profession n'est pas assez professionnalisante. En fait, on a l'impression, quand on arrive
et de stage, on a vraiment l'impression de revenir sur les bancs de la fac, tout simplement. Bon, bah, je vais me mettre comme ça. Moi, je m'entends très bien, c'est pour ça. Oui, donc en fait, on a l'impression de revenir à l'université. Parfois, on fait des cours magistraux d'histoire de l'art qui sont tout bonnement ceux qu'on a déjà eus pendant nos années d'histoire de l'art. Tout n'est pas négatif, hein, je vous rassure. Et même parfois, pour certains qui ont été à l'école du Louvre, c'est même des cours qu'ils ont déjà eus à l'école du Louvre. Et ces cours d'histoire de l'art sont des choses qu'on a révisées beaucoup, profondément même, avant de passer l'examen d'accès. Donc nous, quand on arrive, on a besoin de passer à autre chose. Effectivement, par contre, le côté pratique, les travaux pratiques dans les musées, dans les réserves, c'est super parce qu'on peut toucher les objets, on peut les voir. Le contact avec les conservateurs, c'est très positif. Et également le tour de salle que l'on fait qu'une seule fois par semaine, peut-être n'est-ce pas assez, mais c'est pareil, on peut discuter, donc c'est maître de bureau, je ne sais pas si c'est encore lui qui fait ça actuellement, mais il y a 2 ans c'était lui. Et pendant ce tour de salle, donc, ça permettait de pouvoir ficher des objets, en discuter tous ensemble avec lui, et on apprenait effectivement beaucoup. Mais le souci, je pense aujourd'hui, c'est que quand on sort de cette école, on n'est pas assez armé peut-être pour être un vrai chef d'entreprise. Parce que, c'est ce qu'on disait, quand on sort normalement, lorsqu'on est diplômé, on est à même, normalement, de pouvoir peut-être acheter un office ou une étude et d'être à la tête de cette étude et de faire face à tous ces problèmes, mais ne serait-ce que dès le début, de pouvoir comment racheter une étude, comment ne pas se faire avoir entre guillemets, comment s'installer, être guidé, c'est pas forcément évident et on n'a pas toutes ces clés à l'école. On n'a pas toutes ces clés. Alors c'est pas forcément l'école du Louvre puisque c'est le conseil des ventes qui se charge de tout ça. Et je pense qu'on est un peu peut-être dans le flou et que parfois c'est peut-être un peu trop scolaire. Et même notre façon, je dirais aussi notre façon d'être traité, si je puis dire, pendant cette formation, elle est très scolaire. Elle est vraiment très scolaire, on ne nous prend pas comme de futurs professionnels et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais c'est une très, très bonne formation qui effectivement amène à un certain niveau d'excellence. Oui. Moi, je vais vous dire, j'ai juste été un peu surprise de voir le nombre de semaines. En fait, vous n'avez que... Mais bien sûr, et en plus, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Alors c'est pour ça peut-être qu'il y a certains cours, effectivement, bien nous... d'un côté, il y a vraiment un côté en fait chef d'entreprise, commerce, négociation, tout ce côté-là, marketing, qu'on n'a pas assez en bagage. Et de l'autre côté, vraiment le côté pratique, expertise, inventaire, qu'on n'a pas trop le temps non plus de beaucoup développer. Parce qu'effectivement, si vous avez un stage qui vous permet d'apprendre énormément de choses et de faire énormément de choses, c'est bien. Mais il y en a, moi je me souviens de mes camarades, il y en a qui n'ont vraiment pas eu de chance et qui n'apprenaient vraiment pas beaucoup. Et c'est bien dommage parce qu'on n'est pas traité de façon égale en fait. Alors moi, nous ne donnerons jamais de cours de droit et jamais de cours professionnels et jamais de cours de marché, on est d'accord. Mais par contre, dans le rééquilibrage des séminaires, je pense que vous avez tout à fait raison de demander davantage de professionnalisation. Et pour avoir travaillé avec d'autres types de publics, et notamment dans le cinéma, je sais combien ces exigences-là sont essentielles. Par contre, elles ne dépendent pas de l'école du Louvre. Ah non, voilà. Mais bien sûr. Il faut des rééquilibrages qui sont du côté du conseil des ventes. C'est la charge du conseil des ventes aujourd'hui. Voilà. C'est le conseil des ventes qui s'occupe de ça. Voilà. Mais moi, je suis effectivement un peu surprise du nombre de semaines. Je pense que pour des formations qui sont aussi exigeantes que celle-là, peut-être que vous avez 5 semaines par an, donc 10 semaines sur 2 ans. 10
10 semaines sur 2 ans, c'est peut-être un peu insuffisant pour aborder tous les domaines dont vous parlez là, et qui me semble effectivement tout à fait légitime. Il y a eu des avancées comme le cours de communication efficace, donc moi je l'ai lu, ce cours, qui effectivement très bien nous apprend à parler en public, nous met en condition d'une vente aux enchères. Nous, on a eu des conditions aussi de négociation. Donc sur une table, on n'en a eu qu'un où sur une table on devait convaincre un acheteur en face de nous de nous confier. Là, je crois que dans la mouture de cette année, il y a au moins il y a une journée par semaine de séminaires de formation sur ce type de problématique-là. Voilà, mais ça évolue. Ça évolue. Après, on a un tour de salle d'1 heure par semaine, 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Vous en avez 5 par an. Oui, non, même pas, parce que 4, puisqu'il y a la semaine. Comment ? Oui. Branché, tu peux parler devant. Non, il n'est pas branché. Normalement, ça marche tout seul. Alors, plus de tour de salle. Alors, si j'ai bien compris votre propos, plus d'enseignement pratique, plus de formation pratique, gestion, comment créer une société de vente, c'est bien ça? Oui. Comment monter à une maison de vente, comment faire, plus d'accompagnement. Je crois que ça rejoint un peu ce que disait Julien, avec la future proposition de Drouot Formation, qui se propose de faire tout ça. Je crois que tout ça va dans le bon sens. Mais effectivement, dans cette quête d'excellence que nous avons, peut-être que les jeunes diplômés ne sont pas assez armés. Ils sont armés sur l'objet, ça c'est clair, et peut-être pas sur certains points clés. Sur le côté pratique, en fait. Sur le monde des affaires. Sur le monde des affaires. Parce qu'avant tout, on est amusant. Qu'est-ce qui marche? Qui est de plus en plus concurrentiel, ce monde des affaires, et donc ça aussi, c'est important de le dire. Et avec tous ces nouveaux moyens de se faire connaître, tout ce marketing, aujourd'hui c'est complètement mondialisé, donc vous pouvez être en province, en France, et être complètement en concurrence avec une maison en Floride. Et ça, c'est important de le savoir, et c'est important qu'on en parle aussi pendant la formation, je pense. Alors, qu'on en parle pendant la formation, et pourquoi pas, si j'ai bien compris, dans la formation continue des commissaires-priseurs, il faut faire des formations, il faut toute sa vie continuer à se former si on veut rester au top, collectivement. Pourquoi pas faire des tours de salle de temps en temps avec des commissaires? Mais pourquoi pas, avec compète de tour de salle, et puis on fait une émission aussi. Merci beaucoup. Jean, tu veux rajouter un mot? Oui, je rebondis sur le stage. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière où j'étais à Toulouse. Je vais faire très rapide. On était sur la formation transitoire avec une centaine d'huissiers et une vingtaine de commissaires-priseurs. On a essayé de mettre en exergue l'importance du futur stage. Parce qu'il y aura 2 stages demain. Il y aura le stage du commissaire de justice, il y aura le stage de celui qui pourra faire des ventes volontaires. Et celui qui pourra faire les 2 métiers, il aura les 2 stages à faire. Alors d'une durée différente, 2 ans et 1 an pour l'autre. Donc effectivement, c'est très important pour l'avenir que le stage soit pertinent. Et c'est ce que j'ai développé notamment devant les huissiers de justice. Je leur ai dit, c'est vous qui allez former, je parle pour le volet commissaire de justice, c'est vous qui allez former les futurs professionnels. Et après, commissaire de justice. Et après, pour les ventes volontaires, eh bien, ceux qui voudront passer aux ventes volontaires, d'avoir effectivement un stage volontaire dans une ESVV et qui soit effectivement un stage pertinent, comme l'ont soulevé les jeunes personnes ici. Voilà. Merci Jean. Bien. Y a-t-il des questions sur la formation? Ah, petite question. Deux questions. Une première pour vous de l'école du Louvre. C'est formidable pour nous quand on est en Évreux-Crouillac, Tours, quand on est en formation d'être au contact de conservateurs. Après, dans l'exercice de notre métier, on sent que ce serait formidable pour des conservateurs d'avoir été au contact de commissaires-priseurs. Très souvent, les conservateurs, la jeune génération ne met plus les pieds dans les hôtels des ventes, ne sait pas comment fonctionne une maison de vente, et je crois qu'on gagnerait, on est des doigts d'une même main, avec les restaurateurs, avec les antiquaires, les marchands,
les spécialistes à mieux se connaître et proposer des formations, des rencontres, peut-être déjà au niveau des jeunes conservateurs et des jeunes commissaires-priseurs, et puis après, plus loin, je crois que nos professions en gagneraient. Et puis la deuxième, Vincent, j'ai eu le plaisir de participer avec toi à une formation organisée par Inter-Enchères en formation continue, et la formation des commissaires-priseurs, pour reprendre ce que disait Camille, je ne suis pas sûr qu'elle soit seulement au niveau de la formation initiale, mais aussi de la formation continue, et qu'on a beaucoup à apprendre d'experts comptables, de confrères. Et malheureusement, il y a peu d'offres qui sont proposées pour nous, commissaires-priseurs. En dehors de celle d'Inter-Enchères, je n'en connais pas d'autres. Et qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va être abordé aussi, la formation continue des marteaux? Alors, on vient un peu quand même d'en parler, parce que tous les projets que Julien a abordés, c'est aussi de la formation continue. C'est très important, la formation continue. En plus, c'est déductible. Il ne faut pas s'en priver. Mais il y a plein de modules, il y a des offres, il y a plein de choses à faire. On peut se former pour la comptabilité, pour la gestion. Non, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai que tu as raison, Émeric. Il faut les développer. Il faut les développer. Je ne sais pas dans quel cadre. Ici, il y a Nouveau Formation. Il y a Inter-Enchères qui organise des formations. Il y a plusieurs organismes qui sont légitimes à organiser des formations pour la formation professionnelle continue. Et il faut que ça se fasse et il faut qu'on le fasse. Y a-t-il d'autres questions? Par rapport à la formation continue, elle est prévue et rappelée dans le décret du 15 novembre. L'obligation d'assurer et de suivre la formation continue. Il y a plusieurs articles à ce sujet. Oui, il y a une obligation. Après, il faut que ce soit effectif, bien sûr. Ça dépend de chacun. Je peux vous dire, excuse-moi de 2 secondes, je peux vous dire que pour ceux qui seront les futurs et ceux qui vont devenir commissaires de justice, les chambres sont très attentives à ce que vous suiviez les, je sais combien, 20 heures de formation annuelle, je crois, 20 heures de formation annuelle obligatoire. Et c'est pas comme chez nous, eux ils contrôlent, et il y aura des sanctions. Tu veux le micro? Ah pardon, il y a une question au bout, pardon, je t'en prie. On n'a pas parlé de savoir-vendre. Savoir-vendre? Les commissaires-priseurs n'ont jamais... Alors, il y a une formation, je crois que ça s'appelait tenue de marteau, mais maintenant ça s'appelle... Communication. Il y a un module communication efficace pendant le stage, qui aborde, qui s'occupe aussi de la tenue de marteau. Hein, ça fait quelques années que ça existe. À mon avis, c'est la priorité. Le reste, c'est autre chose. Elle existe, cher confrère. Elle existe. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle est. Je n'y ai pas assisté. Est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience d'une jeune diplômée là-dessus? On doit avoir 3 cours par an de communication efficace, c'est à peu près 2 heures, donc 2 fois 3. Voilà, donc on a 6 heures. Tout à fait. 6 heures par an de... Alors, en plus, dans ces 6 heures, on ne les fait pas tous à contribution pleinement, puisque c'est un par un que l'on passe à la tribune pour pouvoir se mettre dans les conditions d'une vente aux enchères. Alors, on est filmé, et ensuite, on revient sur ce qu'on voit à l'écran, et ça nous permet de voir les points positifs, les points négatifs, voilà. Alors, le cours en soi est très intéressant. C'est vrai que ça nous permet, dès le début, d'appréhender les choses. Mais avant notre première vente, on se souvient des conseils, on se souvient de plein de choses qui, je pense, qui vont nous aider pendant cette vente-là. Voilà. Après, c'est peut-être pas assez. Tout dépend de qui vous êtes, de votre personnalité, de ce que vous êtes, puisqu'il y a des gens en fait qui sont très à l'aise dès la première fois et des gens qui ont besoin de beaucoup plus d'entraînement, voilà, dessus. Très bien. Mais il y a des trucs et des astuces, donc je pense qu'on pourrait très bien envisager que certains grands commissaires-priseurs, enfin en tout cas ceux qui nous font rêver quand nous sommes comme sur toi, les par bancs exemple. d'école, ah non pas du tout, mais comme certains que je ne citerai pas, puis viennent parler aux jeunes gens et donnent des trucs et astuces, parce qu'en fait il y en a. Il y a vraiment des choses pour garder l'attention des gens. Enfin, voilà, vous le savez tous, mais parfois on ne nous l'a pas appris. Donc vous avez la chance d'avoir eu quelqu'un qui vous a chuchoté à l'oreille, mais donc, ça pourrait être généralisé. On reste toujours sur la formation pratique du commissaire-priseur à faire évoluer, à développer.
effectivement, la tenue de marteau était quelque chose de très important, même si c'est pas tous les jours, comme tu le rappelais, c'est quand même très important. Y a-t-il d'autres questions? Une question là-bas? Là-bas. Ah, pardon, là-bas. Excuse-moi, tu n'as pas de micro. Tiens, on en apportera tout de suite. Et après, il y a une question là-bas. Et puis après, là, tout là-bas, il y a plein de questions. Il y a une question de monsieur tout là-bas. François Antonietti, président jusqu'à hier du syndicat des commissaires-priseurs judiciaires, qui est devenu maintenant le syndicat des officiers vendeurs aux enchères de meubles. Ce qui est important, ça c'est l'anecdote, ce qui est important, c'est que notre syndicat, dans notre AGE qui avait lieu hier, a validé le fait, pour répondre à ton interrogation, de se faire agréer à partir de l'année prochaine comme organisme de formation agréé pour la prise en charge de formation. Et à ce titre, ça va être fait très prochainement dans les semaines qui viennent, on va adresser à tous une liste déjà retenue de formations que l'on va mettre en œuvre et surtout inviter chacun à proposer des formations, à éventuellement trouver des intervenants. Et on a parlé effectivement de la formation initiale, mais ça vient d'être dit, les textes sont récents dans notre profession, ce qui n'était pas le cas dans les autres professions judiciaires, mais le commissaire-priseur judiciaire doit aujourd'hui assumer 20 heures de formation par an, ou 40 heures sur 2 ans si c'est groupé, et ces formations relèvent de la responsabilité de nos chambres de discipline. Effectivement, concrètement, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu relativement peu de contrôles efficaces sur ces formations. Elles n'ont pas été toujours suivies et on constate à la fois chez les jeunes, mais à la fois chez les plus anciens, des carences parce que les marchés évoluent, la législation évolue, les techniques évoluent et la formation continue est impérative. Donc demain, on va pouvoir, dans la mesure du possible, offrir des réponses à ces questions de formation. Donc n'hésitez pas à nous transmettre, ou même par l'intermédiaire du CIMEB, à transmettre les souhaits de formation que vous avez et on les mettra en œuvre derrière. C'est le meilleur moyen d'assurer la pérennité de notre métier, même au travers des évolutions législatives, à partir du moment où on a la qualité et la compétence pour l'exercer. Merci François. Y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie, Monsieur le Président. Une remarque de client, mais je crois qu'il ne faut pas abuser de la formation du marteau, parce que si tous les jeunes sont tous formés de la même façon, les ventes vont être d'une tristesse infinie. Alors, gardons nos personnalités. J'ai vu des mains. Ah voilà. Bonjour, je suis Émilie Lemapian, responsable juridique à la Fondation Giacometti. On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup entendu parler aujourd'hui de commerce et d'histoire de l'art, mais très peu de droit. Je pense que plutôt que comme une nuisance, il faudrait peut-être enseigner aux commissaires-priseurs à voir le droit comme un outil de santé de leur marché, comme un outil pour favoriser la probité parmi leur profession et pour défavoriser les pratiques qui la ternissent. Je pense notamment au droit d'auteur. Je suis dans ma position souvent en contact avec des commissaires-priseurs qui manifestent une ignorance faramineuse de tout ce qui est droit de l'authenticité, droit d'auteur, contrefaçon. Y a-t-il une formation là-dessus pour les commissaires-priseurs? C'est toute la formation des commissaires-priseurs. Jusqu'à aujourd'hui. C'est raté. Alors, je laisse répondre à notre jeune diplômé. Ah, ben, on a des cours dessus, effectivement. Ça doit être assez récent, alors. Pardon. Je t'en prie. Non, je disais effectivement, on a des cours sur ces points-là du droit. Après, c'est pas forcément évident, puisque entre la théorie et la pratique, voilà, des fois il y a un décalage, c'est pas forcément évident, mais on l'aborde en tout cas pendant la formation. Et c'est au programme de l'examen d'entrée et de sortie, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ah, monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure, là-bas, relevez la main pour qu'on puisse vous apporter un micro. Merci. Et malheureusement, ce sera la dernière question parce que nous avons déjà empiété sur... Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir, les huissiers ont droit jusqu'à présent
de pouvoir exercer et de pouvoir vendre. Est-ce qu'il est possible d'envisager que les commissaires-priseurs puissent faire également la même chose que de devenir des huissiers également quelque part, puisque les huissiers prennent la possibilité de pouvoir faire cet acte? Alors Jean, je te laisse répondre. Oui, très rapidement. Bien évidemment, c'est la formation dite transitoire qui a déjà débuté d'ailleurs pour tous les diplômés commissaires-priseurs, aussi bien en place que stagiaires diplômés ou teneurs de marteau en volontaire ou en judiciaire, ou simplement diplômés n'étant pas dans une étude. Ils peuvent démarrer jusqu'en 2026 la formation transitoire de 80 heures, pour être qualifié commissaire de justice et après exercer pleinement les activités dévolues aux huissiers de justice. Bien, merci beaucoup. Merci. Il y a encore une petite question. Alors la petite dernière. Pour la route. Bonjour à tous, donc j'ai une question qui est adressée à Maître Rivola. Je me permets de reprendre la première question qui a été posée parce que nous sommes dans la même situation avec ma camarade. Nous venons d'avoir notre certificat de bon accomplissement du stage, nous préparons notre examen d'aptitude judiciaire. Si nous étions amenés à échouer à cet examen d'aptitude judiciaire, pourrons-nous le représenter l'an prochain? Comment ça se fait? Alors, rappelez-moi votre situation. Vous êtes en deuxième année? Deuxième année, nous venons vous êtes diplômé en volontaire, voilà. Et là, nous préparons... Pas en judiciaire. Voilà, qui est dans quelques semaines. Il faut préparer l'examen judiciaire tout de suite au mois de décembre. C'est ce que nous faisons. Oui, mais c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est ce que je fais. Je me souhaite de l'avoir. Il faut poser la question au Conseil des ventes volontaires, je n'ai pas les réponses assurées. Merci. Très probablement, la logique étant que la dernière génération venant d'entrer au mois de septembre, il y aura évidemment un examen de sortie, un examen judiciaire de sortie l'année prochaine, puisqu'il faudra que cette première génération entrante puisse passer cet examen judiciaire. Donc vous aurez encore une possibilité. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous.